Bangkok, sillonné d'un labyrinthe de klong, ces petits canaux qui étaient autrefois les artères principales de la ville. La capitale thaïlandaise a hérité du surnom de Venise de l'Asie. Certaines personnes parlent de 250 klong. Et il fut un temps où il y avait plus de 1000 klong dans Bangkok. Dans cette ville qui s'est développée de manière plutôt anarchique, se déplacer peut relever d'un véritable parcours du combattant. C'est-à-dire que la ville s'est construite et on fait les plans après. Ici, les rues sont tellement encombrées que tous les moyens sont bons pour se déplacer, du plus rudimentaire au plus moderne. Tuk-tuk, bicyclette, bateau-bus, mobilette, Skytrain. Le Skytrain a 11 ans et il a totalement changé la ville. Les rues sont toujours animées et les immenses marchés qui y foisonnent n'y sont sans doute pas étrangers. Mais ce qui frappe le plus, ce sont ces dizaines de milliers de stands de nourriture, ouverts jour et nuit. Bangkok, c'est la ville pour manger. Il y en a pour tous les goûts. Essaye ça, c'est le meilleur fruit du monde. Alors? Un vrai délice. En Thaïlande, les discussions tournent souvent autour de la nourriture. Sous ces dehors frénétiques, Bangkok cache cependant une profonde spiritualité. Quant à savoir combien de temples elle recèle, personne ne le sait vraiment. Ce qui frappe en premier lorsque l'on arrive à Bangkok, ce sont indiscutablement les dimensions gigantesques de la ville, dans laquelle même les autochtones semblent parfois perdus. Philip Cornwell Smith, auteur du fascinant ouvrage Very Thai, tient tout d'abord à me montrer à quel point il peut être compliqué de se déplacer dans la ville. Nous nous rendons à son bureau, à quelques kilomètres à peine de chez lui sur une carte. Mais nous ne sommes pas près d'arriver. Vous êtes prêts ? Comment allez-vous au travail? À mobilette? Je combine le plus de moyens de transport possible. C'est la seule façon d'arriver rapidement. La seule? Oui, car on peut prendre des raccourcis. Combien de moyens de transport utilisez-vous? Je descends ma rue à pied pour me rendre à une station de mobilette, comme celle-ci. Puis je monte dans le Skytrain pour 3 arrêts. Ensuite, je marche jusqu'au canal pour prendre un bateau-bus. Et pour finir, je prends un taxi ou un tuk-tuk qui me déposera devant mon bureau. Ça n'a pas l'air évident de s'orienter dans la ville. Même le conducteur du tuk-tuk a dû sortir un plan. Les habitants ont souvent du mal à se repérer? L'Asie du Sud-Est n'a pas une culture de la cartographie. On s'y repère plutôt grâce à des bâtiments ou en demandant son chemin à des passants. Quand j'ai débarqué ici il y a 16 ans, toutes les rues se ressemblaient. Mais maintenant qu'on est encombré de gratte-ciel, on a plus de repères. On peut se dire « Ah, c'est pas loin de cette tour ». Et voici le Skytrain, le métro aérien. Il a été construit il y a 10 ou 11 ans et ça a totalement changé la ville. Combien de temps a duré sa construction? Une éternité. Inauguré en 1999, le Skytrain a été mis en place pour désengorger les rues de la ville et limiter la pollution. Mais même si un train équivaut à environ 800 voitures en moins dans les rues, et si un demi-million de personnes empruntent le Skytrain quotidiennement, ce dernier est loin d'avoir résolu tous les problèmes de transport. On descend ici? Oui. Le problème en Thaïlande, c'est que les différentes sociétés de transport ne se concertent pas pour élaborer les plans de circulation et qu'elles se livrent à une sorte de guerre des territoires. Vous remarquerez donc que le métro ne communique pas directement avec le Skytrain.
Même si les arrêts ne sont pas éloignés, l'un se déplace en surface, l'autre sous terre. Et au final, le temps gagné sur la ligne rapide est perdu lors de la correspondance. On a conçu le SkyTrain pour les classes moyennes. Ces tarifs ne sont donc pas très abordables pour un travailleur lambda. En revanche, le bateau express que nous allons prendre à présent est destiné à une population plus modeste. Il n'est donc pas évident de le combiner avec le SkyTrain. Et le problème est le même avec le bus, dont le ticket est encore plus abordable. Voici l'exemple d'une très mauvaise connexion entre le SkyTrain et le bateau-bus. Nous allons devoir retraverser le canal sur ce pont. On dit que les amulettes possèdent des pouvoirs magiques. Et c'est dans ces derniers que réside toute la valeur qu'on leur attribue, non dans l'objet lui-même. Les amulettes n'ont pas toutes les mêmes propriétés. Certaines sont censées apporter la fortune, d'autres la santé, l'amour, la beauté ou encore le pouvoir. Mais le plus souvent, elles ont un rôle protecteur. Certains appellent ça de la superstition, d'autres parleront plutôt de porte-bonheur. Regardez ça. Cette amulette représente Bouddha qui médite sous la protection d'un naga, un cobra à tête de dragon. Elle est propre, cette eau? Mieux vaut éviter d'être éclaboussé. J'ai vu un pêcheur, là. C'est une eau vraiment très sale, même si sa qualité s'est un peu améliorée. Mais depuis que certains canaux ont été bouchés pour être convertis en route, l'eau ne circule plus aussi bien. Et durant la saison des crues, les écluses sont remontées, ce qui empêche l'évacuation des eaux usées vers la mer. Il y a un siècle, la vieille ville s'arrêtait ici, au niveau du canal que nous venons d'emprunter. À l'époque, il faisait office de douve. Et la grande avenue qui descend par là mène au Palais Royal. Cette affiche mérite une petite explication. Les murs de la ville sont en effet couverts de photos de la famille royale. Et si cette dernière ne se mêle pas de politique, elle n'en demeure pas moins un élément important de l'identité thaïlandaise. L'anniversaire du roi correspond à la date de la fête des pères et celui de la reine à la fête des mères. Le roi est généralement considéré comme le père de la nation et la reine comme la mère. La famille est une notion très importante dans tout le pays. Se rendre rapidement dans un endroit pourtant très proche est impossible. Être direct n'est pas dans la philosophie des Thaïs. Il est plus naturel pour eux de faire des détours. Notre itinéraire est si compliqué que j'en ai presque oublié où nous nous rendions. Ces sébiles sont destinés aux moines. Comme il est interdit à ces derniers de se préparer à manger, c'est la population qui leur donne de la nourriture dans ces bols. En réalité, le tuk-tuk est une invention japonaise. On en trouve dans beaucoup de pays, mais ceux de Thaïlande sont de très loin les plus beaux. C'est adorable. Il s'agit en fait de pousse-pousse motorisés.
plutôt laid au demeurant, auquel on a donné ces lignes élégantes et gracieuses, et qui rappellent d'ailleurs celles des anciennes barges à riz ou des vieilles charrettes à bœufs. On y retrouve le style de l'art traditionnel thaïlandais. Ici, on aime que les choses brillent, qu'elles soient belles à regarder. Il n'y a qu'à voir ces lumières clignotantes ou les couleurs très vives des tuk-tuks. À l'arrière des tuk-tuks, vous pouvez apercevoir le mot Thaïlande. Avant la crise économique de 1997, il y avait écrit Daihatsu, du nom du fabricant japonais de la marque. Mais cette crise a rendu les Thaïlandais très nationalistes. Le tuk-tuk est alors devenu un véritable symbole du pays. D'où l'inscription actuelle aux couleurs du drapeau national, le rouge et le bleu. 6 moyens de transport plus tard, nous arrivons enfin à destination. Nous y voilà, bienvenue. Magnifique! Et voici le fleuve, avec le soleil qui se couche derrière le temple de l'aube. Le comble. C'est sublime. Vous pouvez me montrer notre trajet sur une carte? Oui, bien sûr. Moi, j'habite là. J'ai descendu ma petite rue à pied et j'ai pris une mobilette jusqu'au seuil. Ensuite, nous sommes montés dans le SkyTrain entre ici et là. Puis, nous avons embarqué sur le bateau-bus jusqu'à ce niveau du canal. Nous avons descendu cette rue à pied pour arriver à Ban Bat, le village des bols des moines. Et de là, nous avons pris un tuk-tuk pour finir à cet endroit. Le Wat Arun est juste en face, sur l'autre rive. Les difficultés de circulation découlent de l'absence totale de plan d'urbanisme. L'architecte Eric Bogdan m'en dit un peu plus au cours d'une visite guidée d'une petite partie de la ville. Ce qui est intéressant à Bangkok, c'est un mélange avec des apports un petit peu de partout dans le monde. Ce genre d'architecture a démarré à peu près au début du XXe siècle. Ça venait plutôt sur un modèle chinois. Et puis ensuite, les architectures plus modernes, c'est des influences qui viennent un petit peu du monde entier, parce que les architectes ont été formés un petit peu partout dans le monde entier. Donc quand ils sont revenus, ils ont tous rapporté un petit quelque chose de là où ils ont fait leurs études. Et donc c'est ce qui donne un petit peu ce mélange qui est adapté évidemment au climat, aux coutumes, etc. Bangkok est une si grande ville qu'on se demande comment une telle métropole, qui s'étend sur plus de 1500 km², peut continuer à se développer aussi rapidement malgré ce manque d'organisation. L'urbanisme dessine des villes et ensuite la ville se construit d'après un dessin, un plan. Alors qu'ici, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que la ville s'est construite et on fait les plans après. Même avec un plan détaillé de la ville, difficile de s'y retrouver. La planification du développement urbain a été bien trop tardive. Et dans une ville de plus de 12 millions d'habitants, les choses évoluent lentement. Ici, on est quand même dans le premier quartier vraiment des affaires où il a commencé à y avoir les premières grandes tours comme ça. Alors ce qui est assez marrant, c'est que malgré ces gigantesques tours, on a encore des petites échoppes comme ça, comme on a à droite et à gauche partout. Et alors là, on a par exemple le contraste entre ces petites maisons là qui font juste rez-de-chaussée plus un étage, des anciennes maisons. Et puis ce qu'on peut voir derrière, c'est toutes ces énormes tours. Donc là, on a une grande tour qui est un hôtel. Ici, c'est un grand centre commercial. À l'horizontale, là, on a le SkyTrain qui passe. Donc c'est un petit peu tout ce mélange qu'on a ici, ouais, effectivement. Quelqu'un m'avait dit une fois, Bangkok sans les fils électriques, ça serait plus Bangkok.
À Bangkok, installer une nouvelle ligne électrique ne sous-entend pas déconnecter l'ancienne. D'où ces enchevêtrements de câbles dont on a oublié lesquels étaient utilisés ou non, mais qui, après tout, participent au charme de Bangkok. On ne peut pas parler d'une ville esthétique. Je ne pense pas que ce soit une ville esthétique, mais le charme de Bangkok, c'est justement tout ça, cette espèce de contraste, de mélange d'ancien, de moderne. Les gens habiteront de moins en moins dans des petites maisons, mais ils vont habiter de plus en plus dans des tours à plusieurs étages. Avec une telle densité de population, les prix des logements ont grimpé en flèche. La ville s'étend donc verticalement. Mais comme elle s'est construite de manière plutôt improvisée, de nombreux problèmes d'infrastructure, notamment routières, subsistent. Quand on est sur une rue, on veut tourner à gauche, si on loupe la rue qui est à gauche, il faut parfois faire 2, 3, 4, 5 km pour retrouver une autre rue à gauche, alors qu'on est en pleine ville. C'est ça qui est assez incroyable. Et c'est un des gros problèmes de Bangkok. Il n'y a pas assez de rues. Il y a ces énormes axes qui ont été construits, dessinés, pour se rendre d'un point à un autre. Tout ce qui s'est construit sur les côtés, chacun faisait ce qu'il voulait, c'est-à-dire un propriétaire s'achetait un gros bout de terrain gigantesque et ensuite il le revendait en petites parcelles. Mais il n'y avait pas de rue qui était construite. Et donc souvent les seuils, c'est des propriétaires privés qui ont tracé ces petites ruelles pour donner des accès à leur propriété au terrain qu'ils voulaient ensuite revendre. Souvent ces seuils sont des seuils en cul-de-sac. Ils débouchent sur rien, c'est simplement des accès sur des terrains. Des petites rues qui sont perpendiculaires en général à ces grandes avenues, où là c'est beaucoup plus calme d'abord et souvent plus résidentiel. Si on regarde Bangkok aujourd'hui et ce qu'était Bangkok il y a 15 ou 20 ans, il y a eu malgré tout une amélioration énorme au point de vue de la propreté. C'est des petites choses mais qui prennent énormément de temps parce que la ville est déjà tellement construite, il y a encore tellement de choses à faire que bon, il faut prendre les problèmes les uns derrière les autres, remédier d'abord à l'urgence et puis essayer maintenant que ça se construise moins anarchiquement que ça l'était autrefois. Si les affaires et la vie culturelle battent leur plein au cœur de la ville, le port de commerce se trouve, lui, à 30 km du centre. Et comme l'immense ville portuaire se situe sur le Chao Phraya, troisième plus grand fleuve du pays, mais premier d'un point de vue économique, elle connaît un développement qui ne semble pas faiblir. En remontant avec ces 5 affluents, parce que ces 5 affluents qui ont formé le Chao Phraya jusqu'au golfe de Thaïlande, ils ont créé des canaux à travers tout au long de ces affluents pour drainer les terres cultivables et pour faire surtout des rizières. C'est comme ça que la Thaïlande est devenue le grenier de riz de toute l'Asie du Sud-Est. L'activité commerciale avec les touristes, les gens et ceux qui sont de passage, c'est ici, c'est le Chao Phraya. Le fleuve est une artère vitale, mais les Klong, c'est vraiment toute la genèse de la vie de certains groupes de Bangkokois qui habitent là depuis des siècles. Un Klong, c'est un canal. Certains ont été naturels parce qu'on n'est pas loin de la mer, donc ils sont créés naturellement. Mais surtout, la plupart d'entre eux ont été reliés par la main de l'homme pour essayer de faire justement des petites ruelles. En créant des Klong, ils pouvaient facilement s'approvisionner en légumes, en fruits, en viande, parce que les gens, les autres armées des ennemis ne pouvaient pas arriver là-bas, parce qu'il y avait trop de marées, trop de passages à passer, et donc c'était difficile. Donc ils ont créé toute une culture, une agriculture et une pêcherie aussi. Beaucoup de gens pêchent dans les Klong. Un petit peu moins maintenant parce que la pollution n'a pas facilité. Il fut un temps, surtout pendant le temps de la royauté, où il y avait plus de 1000 Klong dans Bangkok. Aujourd'hui, certaines personnes parlent de 250 Klong.
Mais si l'eau confère à Bangkok sa vitalité, elle lui apporte également son lot de problèmes. Les berges de la ville, qui fut édifiée sur un marécage, ne résistent pas au changement climatique, à l'érosion des marées ou à la culture intensive du riz. Et la ville s'enfonce chaque année de 5 cm. On dit que Bangkok sera sous l'eau entre 30 ans et 70 ans. Alors, il y en a qui parlent de 100 ans, c'est encore à vérifier. J'ai lu dans un rapport, en 2007, un rapport de l'OCDE, que Bangkok était la 7e ville au monde la plus vulnérable qui sera engloutie, de par en tant que ville portuaire, sur les 150 qui ont été dénommés. Donc là, on rentre dans les Klong. Hein. C'est d'ailleurs plus de verdure, c'est plus calme aussi. Il y a très peu de gens maintenant qui viennent habiter dans les Klong. Essentiellement, ce sont des anciennes familles ou des enfants de gens qui étaient là avant. Parce que c'est difficile d'accès, il faut avoir un bateau. C'est compliqué parce qu'on s'y perd, on se perd souvent dans les Klong. Et surtout, ce sont des familles qui, anciennement, ont loué le terrain sur l'eau au ministère de la religion. Donc, ils louent pour une somme très maudite, je vais vous dire des prix très très maudites. Soit ce sont des gens qui font des plantations, par exemple, de légumes, de fruits, d'orchidées, ou alors qui ont des petits shops avec des petits restaurants en gardant une petite vie locale. Pour accéder à ces petites maisons tranquilles, 2 moyens. Par bateau, sur des voies d'eau sinueuses, ou par un réseau de ruelles trop étroites pour qu'y circulent de gros véhicules. Pour avoir accès sans passer par le bateau, ça prendrait des heures. Alors déjà qu'on perd beaucoup de temps à Bangkok, dans les transports et dans les déplacements, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Moi, j'aimerais ça avoir une petite maison dans les Klong, mais j'ai arrêté parce que c'est compliqué. » Les Klong sont pittoresques et romantiques. Malheureusement, ils sont en piteux état. Les pilotis qui supportent les maisons sont érodés par l'eau et finissent par céder. Aujourd'hui, le grand problème de ces maisons, c'est que les gens qui y habitent n'ont pas forcément les moyens. Alors il y a de deux choses l'une, c'est soit on met du ciment, comme là maintenant on le voit bien, puis en fait ici c'est un lieu de passage, donc probablement le bois s'est abîmé plus rapidement ici. Comme ici on voit tous les anciens piliers en bois qui sont complètement finis, et on voit qu'ils ont rajouté des poutres en béton. Mais le problème des poutres en béton, c'est que ça coûte plus cher que encore mettre du bois. La raison pour laquelle il y a pas mal de maisons qui sont penchées ne vient pas simplement du fait que les pilotis sont abîmés. Mais c'est aussi parce que la couche d'argile de Bangkok, c'est-à-dire le sous-sol, est en train de s'effondrer. Alors il y a un effet qu'on appelle l'effet ciseau, c'est-à-dire que Bangkok est en train de se retrouver avec, d'une part, l'eau qui monte par le Chao Phraya venant de la mer et des moussons, et d'autre part un affaissement du sol de Bangkok. Alors ça arrange rien, c'est pour ça qu'on appelle ça l'effet du ciseau. On surnomme ces barques « bateaux à longue queue » en raison du moteur que l'on a fixé à l'arrière au bout d'un tronc d'arbre. L'hélice, qui peut pivoter dans tous les sens et rester juste sous la surface, leur confère une grande maniabilité dans ces canaux étroits et parfois très peu profonds. Alors là, tu vois, c'est un bel endroit parce que ici, l'eau est montée depuis quelques années. Donc avant, il y avait une espèce de terre-plein, etc. Et finalement, c'est devenu une espèce de carrefour, mais un carrefour d'eau aujourd'hui. Et ce que tu vois là, ce sont des cultures de plantes d'eau. Après le fer et le béton du centre-ville, cet endroit offre un contraste saisissant. Il y a des endroits, pendant que je te parle, je vois une maison là juste en face de moi et ils dorment à 5 là-dedans et ils aiment ça. C'est-à-dire que j'ai eu des gens, je leur ai posé la question, est-ce que vous voudriez bouger? Ils m'ont dit non, non, nous on est bien ici, ils ont un côté qui est tranquille
Et ils aiment bien aussi le côté miniature, hein, les tailles, ce sont des gadgeteux. Il y a tout ce côté petite affaire, petit travail, petit business, petite brochette, petites fleurs pour les petits temples et du coup tous les petits quais et toutes les petites maisons dans ce coin-là. C'est vraiment du miniature. Au milieu de tout ça, il y a quand même quelques maisons palaces qui se sont construites et ça c'est l'investissement de riches familles notables qui commencent à investir entre guillemets dans le coin en pensant qu'un jour, et ça c'est clairement défini, que Bangkok va devenir la Venise de l'Asie. Près de 2 fois plus de canaux serpentent à travers Bangkok qu'à travers Venise. N'importe où dans le monde, ces magnifiques maisons vaudraient une fortune. Pourtant ici, c'est l'inverse. Ces petits joyaux perdus au milieu des klongs sont en effet généralement habités par les plus pauvres. C'est probablement la première et la dernière fois que je mange une mangue que je cueille moi-même. Ce coin-là, souvent tu as des petits seuils adjacents mais qui sont très petits. Des petits seuils, c'est vraiment des ruelles, comme on les appelle ici. Et souvent d'ailleurs, ce sont des sans issue, c'est-à-dire qu'elles servent pour stationner un certain nombre de bateaux d'un petit village. Et en fait, c'est des multitudes de petits villages ici. La multitude de petits villages que l'on trouve ici nous ferait presque oublier que nous nous trouvons en plein cœur d'une immense métropole. C'est un peu le renouveau de certains canaux, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des pontons, un peu comme on les voit là sur les bords. Et du coup, un certain nombre de shop house, comme on dit en bon français, sont en train de renaître. C'est-à-dire que les gens qui habitent dans ces maisons peuvent réouvrir un petit commerce. Et grâce à ces petits pontons qui longent le canal, ils peuvent aller faire leur épicerie à tel endroit, ils peuvent aller acheter telle affaire à tel autre endroit. Et du coup, ça redynamise un petit peu la vie sociale et commerçante du coin. Ces canaux retirés et tranquilles regorgent de temples qui nous rappellent l'omniprésence de la spiritualité à Bangkok. Bien que la vie à Bangkok soit trépidante, les habitants sont généralement très sereins. Il faut dire que 95% de la population est bouddhiste. Mais le bouddhisme thaïlandais est unique en son genre, car il s'est nourri de croyances populaires et a été influencé par la religion chinoise. D'ailleurs, de nombreuses croyances et philosophies coexistent dans le pays. L'hindouisme, la magie noire, l'animisme, le bouddhisme, sans que cela ne crée pour autant de tensions. En fait, religion et classe sociale de tout type cohabitent dans la bonne humeur et le respect mutuel d'autrui et de ses croyances. Dans un tel environnement de tolérance, les gens semblent apaisés. La prière a lieu dans les temples, et pour en trouver, il suffit de faire quelques pas. Combien y en a-t-il? Personne ne le sait vraiment. Plusieurs milliers pour certains, jusqu'à 10 000 pour d'autres. Une chose est sûre, la religion revêt ici une si grande importance que les familles économisent parfois sur plusieurs générations pour ériger un nouveau temple. Afin de prendre la mesure de l'importance de la spiritualité au quotidien, je me rends dans l'un de ces temples avec Marassi, une Bangkokoise. Combien y a-t-il de temples bouddhistes à Bangkok? Une infinité. Les bouddhistes croient que bâtir un temple ou participer à sa construction contribue à améliorer notre karma. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à faire des dons ou à nous investir dans la vie du temple. Un temple dépend beaucoup des dons? Énormément, oui. Comme il est interdit aux moines de cuisiner, ils doivent aller demander l'aumône chaque matin. Alors, avant de se rendre au travail, les gens vont acheter des plats tout prêts au marché pour les offrir aux moines. Plus on donne, plus on se libère de notre avidité. À ma grande surprise, la plupart des moines sont des enfants. Ils font leur lessive eux-mêmes.
le nettoyage, tout. Ils sont très jeunes. Qui décide d'en faire des moines? Leurs parents. Si les enfants traînent à la maison pendant les vacances d'été, ils préfèrent les envoyer ici pour leur apprendre À faire quelque chose d'utile. Oui. C'est quoi le mieux quand on est moine? Il dit que c'est la prière. En priant, on accomplit une bonne action. Parce qu'il ne veut pas finir en enfer. Dites-leur de continuer sur cette voie. C'est la cloche qui appelle les moines à la prière. Marassi me convie à une cérémonie en l'honneur de sa grand-mère, décédée 50 jours plus tôt. Cette table a été dressée pour ma grand-mère. On y retrouve les offrandes d'autrefois. Mais vous voyez, on a aussi du poulet KFC. Du poulet KFC? Il y a de tout, de l'ancien et du moderne. Quand les Thaïlandais ne sont pas en train d'élever leur âme, on les trouve généralement sur les marchés. Si les marchés existent aussi en Occident, ils sont cependant bien plus excitants à Bangkok. Il y en a pour tout, partout et tout le temps. Tant et si bien que l'on peut même trouver un marché de fleurs pour offrandes ouvert uniquement le soir ou uniquement le week-end. Je rencontre Angélique Sago, une artisane qui s'est fait sa place sur les marchés pour vendre les bijoux qu'elle confectionne. Les Thaïs adorent vivre sur les marchés, ils vivent dehors. Peut-être parce que c'est lié au fait qu'il fait beau toute l'année aussi, ou très chaud. Donc ils ont l'habitude de vivre en communauté, dehors, de manger à toute heure du jour et de la nuit, ce qui fait que tout se passe effectivement sur les marchés. Alors, et ici particulièrement, là on est dans le plus grand marché aussi de la Thaïlande. On ne sait pas très bien l'estimation, peut-être entre 10 000 et 15 000 exposants. Et c'est très particulier puisqu'en fait c'est réparti par secteur d'activité. Donc là on rentre dans la partie des créateurs vêtements. Donc c'est vraiment aussi bien ça peut être un petit Thaïlandais indépendant qui va faire sa création, qui ouvre ici son petit magasin. Mais il peut vendre à la fois au détail et il va vendre aussi en gros. Donc en fait il y a des acheteurs du monde entier qui viennent ici pour acheter en fabrique. Donc ça peut être 1000 pièces, 10 000 pièces, 20 000 pièces. Une chose est sûre, à Bangkok, c'est dans les marchés que tout se passe. On y troque, on y flâne, on y marchande. Ils font partie intégrante de la vie quotidienne. La preuve, plus de 200 000 personnes fréquentent ce marché chaque jour pour acheter tout et n'importe quoi. Je pense qu'on trouve à peu près de tout. Je pense qu'à chaque fois que je viens, je découvre des nouveaux produits. Ça va aussi bien, on peut acheter des animaux, on trouve donc tous les vêtements, tout ce qui est le textile. Il y a des antiquaires assez réputés, on trouve des bijoux, beaucoup d'artistes aussi qui sont représentés ici, des peintres, des sculpteurs, des céramistes. Souvent, ceux qui ont un kiosque ici, c'est donc le week-end, comme je te disais, samedi, dimanche. Et la semaine, ils ont souvent un magasin ailleurs. Il n'y a pas de prix affiché. C'est typique de la Thaïlande et beaucoup marché asiatique. Donc ils vont d'office annoncer un prix un peu haut. Et le jeu, voilà, c'est de demander de faire descendre un peu.
Ça, ce sont des cônes d'encens. Ah oui? Mais Sawadika, Anita Oraika, 35 bahts pour un paquet. Et en prix gros, c'est 30 bahts le paquet. Samroy, mi? Là, voilà, nous a fait le prix gros. Ça, les gens aiment beaucoup. Ce qui est bien en général quand tu te balades, c'est de finir par un petit massage si on en trouve un. Et normalement ici il y en a dans la partie des artistes. Il y en a un peu partout en fait du massage. C'est tellement dans la culture que... Moum, massage, voilà. Ah ben voilà, on fait pas toujours des massages, tu vois, d'1 heure sur le corps complet. Ici tu t'arrêtes très facilement, voilà, dans des tout petits magasins comme ça. Donc on fait un massage des pieds, quelquefois ils te massent aussi un peu les épaules. Mais alors, ça déjà c'est merveilleux. Et c'est comme ça qu'on arrive à vivre ici. Si les Finlandais ont une petite obsession pour les saunas et les Islandais pour les piscines géothermiques, les Thaïlandais, eux, en ont une pour les massages. On peut en faire à tous les coins de rue, pour moins de 5 €. Après tout, si les Thaïlandais sont si détendus, ce n'est peut-être pas lié qu'au bouddhisme. C'est dans la vie de tous les jours. On se masse pour n'importe quelle occasion. Tu peux voir des mototaxis arrêtés dans la rue et entre 2 hommes comme ça, ils peuvent se masser les épaules. Et c'est qu'une question de tout le temps se sentir bien. Et ils n'attendent pas d'être malades ou d'avoir quelque chose qui est coincé pour faire un massage. Ils se font masser juste pour la détente et le bonheur. Le plus célèbre marché de Bangkok est sans nul doute le marché flottant, véritable paradis sur terre. Les commerçants y vendent leurs marchandises directement sur leurs bateaux. Donc, comme tout est sur des canaux, tous les petits marchands arrivent avec leurs marchandises. Elles font tout là-dessus, elles font la cuisine avec c'est impressionnant. Regarde la taille d'un wok. Hein. Mais l'âme de Bangkok, c'est avant tout la nourriture de rue. C'est notamment ce qui a attiré et ce qui retient ici l'écrivain et critique gastronomique Bob Halliday. On peut vraiment manger n'importe où, n'importe quand à Bangkok? Oui, c'est la ville pour manger. Il y a toujours quelque chose d'intéressant pas loin. D'ailleurs, en Thaïlande, les discussions tournent souvent autour de la nourriture. En Thaïlande, on trouve de la nourriture partout dans les rues. Des grillades, des nouilles de toutes sortes, des fruits coupés et préparés, des biscuits. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette nourriture? Difficile à dire. D'abord, il y a une telle diversité de plats. Et puis, les Thaïlandais font des associations d'aliments assez surprenantes, mais qui aboutissent à des merveilles. Comme ces biscuits aux poissons séchés, ou ces plats qui ont l'air sucrés, mais qui s'avèrent être très épicés. Après tant d'années, il m'arrive encore d'être surpris par le mariage de certaines saveurs aux antipodes l'une de l'autre, mais qui se combinent en un plat tout à fait délicieux. Comme le dessert de riz à la mangue? Du riz gluant et de la mangue. Qui y aurait pensé? C'est exquis. C'est l'imagination qui fait tout. D'ailleurs, une recette de curry, selon qu'elle soit préparée par telle personne ou telle autre, ou dans un restaurant, aboutira à 3 plats différents. Cela restera un curry, mais chacun aura interprété la recette à sa manière. Et j'aime l'éventail des possibilités d'association. C'est un art, le plus grand art thaïlandais. Bob m'emmène au marché Otoko, l'un des plus importants marchés de nourriture de Thaïlande. Qu'est-ce qui rend ce marché unique au monde? Je ne sais pas s'il est unique au monde, mais ce qui le distingue des autres marchés en Thaïlande, c'est la qualité des produits qu'on y trouve. En particulier les fruits et les légumes qui sont toujours d'une très grande fraîcheur. Bien sûr, tout cela a un prix.
Regarde toutes ces variétés de piments séchés et d'ail. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des durians, les célèbres fruits. Sens, ils sont très parfumés. Et il paraît que ce sont les durians qui vous retiennent en Thaïlande? Chaque fois que je prévoyais de rentrer, je me disais « Attends la saison des durians ». Mais quand elle était passée, j'avais changé d'avis. Comment dit-on délicieux en thaï? Aroy. Aloy? Non, aroy. Aroy. Un mangoustan, tu as déjà goûté? Non. Tu vois, ici, on dirait une fleur. Quand on l'ouvre, il y a autant de sections blanches que de pétales sur la fleur. Génial. Essaye, c'est très sucré et juteux. D'accord. C'est un des meilleurs fruits au monde. Alors, Un vrai délice. n'est-ce pas? Tenez. Du riz bleu, c'est assez rare. Du riz bleu? Oui. Qu'est-ce que c'est? Il existe une fleur appelée Dokanchan, le pois bleu, que l'on utilise pour colorer ce riz gluant sucré. C'est si rare de trouver ce riz qu'il faut en profiter à la moindre occasion. Comment la nourriture de rue a-t-elle pris une telle ampleur à Bangkok? Au départ, on trouvait de petites échoppes qui servaient des plats tout simples pour les travailleurs chinois qui avaient émigré en masse à partir du 19e siècle. Ils servaient surtout des nouilles, ce genre de choses. Petit à petit, ça s'est répandu et ça continue de s'étendre. C'est de plus en plus élaboré et cher. La quantité de nourriture qui passe chaque jour dans les bureaux thaïlandais est assez impressionnante. Les gens ramènent en général des petites boîtes de boulettes de viande grillées ou des sucreries, par exemple. Mais ils ne font que grignoter. C'est seulement un petit quelque chose de savoureux pour égayer la journée. Tout le monde croit que du riz, c'est du riz. Mais regardez toutes ces différentes variétés. Après 40 ans ici, vous devez être un spécialiste. J'en apprends encore tous les jours sur le riz. Il y a écrit Ko Om Mali Plampi, ce qui veut dire riz au jasmin cultivé en plein air. Yasoton, c'est le nom de la province d'origine. Atkissé, sélectionné, spécialement sélectionné. Om, parfumé. Nim, tendre. Aroy, délicieux. Ça, c'est un plat à base de plantes. De liseron? Oui, et de poitrine de porc, de lait de coco et de crème de piment. Les couleurs sont magnifiques. Oh oui. Quoi de mieux pour finir la journée que le restaurant favori de Bob, l'un des meilleurs au monde selon lui. Et ce n'est pas peu dire venant d'un ancien critique gastronomique du New York Times. Mais entre nous, l'endroit ne paye pas de mine. Dans ce restaurant où l'on mange du crabe comme nulle part ailleurs, on cuisine directement dans la rue. C'est très authentique ici. Quand c'est épicé, c'est épicé. Elle utilise les meilleurs ingrédients possibles. Attends de voir la taille des crevettes. Mais c'est un boui-boui. Oui, c'est très dépouillé. En voiture, on ne le remarquerait même pas. En Thaïlande, les meilleurs restaurants, où se rendent même les gens aisés, ce sont ceux-là. La nourriture y est délicieuse. Et la déco n'est pas une priorité. Dans les restaurants en vue, où tout est joliment présenté, il manque cette âme qu'on retrouve dans un endroit comme celui-ci. La chef est une véritable artiste. Combien y a-t-il de restaurants à Bangkok? Je n'en ai aucune idée. Cela fait 20 ans que je teste des restaurants ici, 1 ou 2 par semaine, car j'écris pour de nombreux guides touristiques. Mais j'ai l'impression de ne connaître que le sommet de l'iceberg. Ici, les restaurants vont et viennent. Il y a une sorte de sélection naturelle. Les mauvais restaurants ne survivent jamais longtemps, car il y en a trop de bons tout autour. La plus tumultueuse et la plus peuplée des villes portuaires de notre longue tournée s'avère aussi être la plus humaine. Ces marchés, ces stands de nourriture de rue, ces massages et ces temples y créent une atmosphère saine et chaleureuse au milieu de laquelle ces millions d'habitants s'affairent jour et nuit en toute harmonie. On se perd dans Bangkok comme dans un paradis secret.
une sorte de réalité alternative très éloignée de notre culture occidentale. J'ai aimé m'y perdre et je le ferai volontiers à nouveau. Demain, nous irons nous perdre dans l'espace portuaire de Buenos Aires. Et dans un instant, dans le nord-ouest de l'Allemagne, nous sillonnerons la côte de la mer des Wadden, à Mobilette.